Alors, première session, donc je vais demander à le professeur Morgane Le Guen, qui est donc chef de service anesthésie et réanimation à l'hôpital Foch. Quel enjeu. Et le docteur Jean-Félix Ferrier, que vous connaissez tous aussi, qui est chirurgien cardiovasculaire et qui est impliqué dans le développement de beaucoup d'entreprises privées. Dynamisme énorme. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer cette première session plénière avant les ateliers en fin de matinée, que je suis très heureux d'animer en présence du docteur Verdier. D'habitude, je suis un peu plus derrière le pupitre. Là, je suis à la table des modérateurs. Donc on change de statut au fur et à mesure des années. On va essayer de faire une session en tenant les horaires, en essayant éventuellement d'avoir pas mal d'interactions. Ce que je vous propose, puisque les thématiques sont un petit peu diverses, c'est de laisser la part à 2-3 questions après chaque présentation si vous le souhaitez, et d'avoir un petit espace de discussion en fin de session vers 11h20. Un petit peu avant d'ailleurs, un petit peu avant 11h. Deuxième point, on va modifier l'ordre pour des raisons d'agenda. Donc on va modifier un petit peu l'ordre de présentation des sessions. On va commencer par l'overview avec le professeur Henri-Jean Philippe, et puis on fera tout de suite une partie rétex, retour d'expérience des établissements de santé. Pour démarrer, pour tenir l'agenda au maximum, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir au pupitre le professeur Henri-Jean Philippe, qui, par son enthousiasme, son sourire toujours présent, essaye de porter des projets année après année pour dynamiser un petit peu le groupe de l'ORCA. Et donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir pour cette première présentation sur la réhabilitation après chirurgie. Et finalement, quels sont les principes que l'on doit retenir, nous, au quotidien, ou en tout cas essayer de mettre en place dans nos institutions pour démarrer cette première étape qu'on doit développer au cours du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup Morgane. Donc, alors la RAC, en fait, je ne vous rappellerai pas toutes les idées fausses qu'il y a eu sur la RAC, qui étaient nombreuses, avec une confusion entre RAC, chirurgie ambulatoire. RAC, c'est pour faire sortir les patients plus tôt. Donc ceci est du passé. La RAC n'est pas un concept, vous le savez tous maintenant. La RAC est un dispositif qui permet d'améliorer la récupération post-opératoire. Et ce que je vais vous présenter brièvement, c'est en fait ce qui a été validé par un nombre d'études phénoménales, et j'en prendrai quelques-unes très très brièvement tout à l'heure, pour justifier que maintenant, c'est partie de la bonne pratique de toutes les équipes chirurgicales. La RAC fait partie de la qualité de la prise en charge chirurgicale. Et donc je vais mettre en avant les quelques principes prioritaires, si on peut dire. Si on peut dire qu'il y a 10 principes communs, et puis il y en a d'autres en fait, parce que j'ai mis point de suspension. Les 10 principes communs, c'est évidemment l'information, l'éducation du patient, ce qui permet d'améliorer finalement le post-opératoire. Le jeûne moderne, et là on va dire quelques mots, pas de prémédication par anxiolytique systématique, l'utilisation de corticoïdes, la prévention des nausées, donc les différentes couleurs correspondent au pré-opératoire, la période péropératoire et la période post-opératoire, prévention des nausées et vomissements, la prévention de l'hypothermie, qui était peut-être un peu sous-estimée auparavant par les chirurgiens et les équipes chirurgicales, le démarrage de l'analgésie multimodale afin de diminuer l'usage de morphine, l'antibioprophylaxie et la thromboprophylaxie, et aussi un concept un petit peu original, mais qui est validé, la réalimentation précoce et la mobilisation précoce. Si maintenant, on veut élargir, vous voyez, ce tableau devient beaucoup plus large, parce que là, c'est les principes généraux, mais on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'éléments complémentaires en fonction des disciplines chirurgicales. Et je vais prendre simplement la gynécologie, qui est une bonne spécialité, qui est la mienne. Donc vous voyez, la gynécologie, eh bien, pour la gynécologie, évidemment, il y a l'éducation du patient, il n'y a pas de prémédication par anxiolytique, le jeûne limité, jeûne, on va y revenir, l'apport d'hydrates de carbone dans certaines populations, en général, ces patients qui sont fragiles, ou qui sont dénutris, ou qui sont opérés de maladies graves, cancer par exemple, important, suppléments nutritifs qui vont avec,
Immunonutrition, tout ça, c'est les mêmes concepts. Pas de préparation colique, même dans la chirurgie systématique, dans la chirurgie avec risque d'adhérence digestive, comme l'endométriose, par exemple, pas systématiquement. Détection et correction de l'anémie, et là, Anne-Isabelle Bachet vous en parlera dans les ateliers, et là, cette pratique est complètement sous-utilisée aujourd'hui dans beaucoup d'hôpitaux, pas tous les hôpitaux, mais dans beaucoup d'hôpitaux. Bas de contention 7 jours avant, ça ne concerne pas trop la gynécologie. Donc en péropératoire, la réduction de l'acidité gastrique aussi, pas tellement. Par contre, les corticoïdes, c'est important. La préhabilitation, c'est plutôt dans les... Vous savez que la préhabilitation, on en parlera cet après-midi, c'est plutôt population fragile, intervention lourde. Donc ça ne concerne pas tout le monde, contrairement à la RAC. Expert ici présent, le professeur Morgane Le Guen. En péropératoire, prévention des nausées, prévention de l'hypothermie, pas de drainage. Et Dieu sait que pendant, moi en tant que chirurgien gynécologique, on a drainé pendant des années la paroi abdominale pour éviter les hématomes, par exemple, et on sait que ça ne sert à rien. Analgésie multimodale, antiprophylaxie, sonde urinaire retirée en fin d'intervention, et auparavant, du fait notamment des morphines, on l'a conservé pendant plusieurs jours, on sait que ça ne sert à rien. Les voies d'abord, sonde nasogastrique retirée en fin d'intervention, voire pas de sonde nasogastrique. Optimisation du remplissage, ça veut dire que souvent, on avait tendance, je dis on, parce que je m'inclus dans l'équipe chirurgicale, c'est-à-dire anesthésique, chirurgien, et bien sûr, équipe paramédicale, IBOD, IAD, à souvent remplir un peu trop les patients, c'est pas ça que c'est néfaste. Et on passe un peu plus bas, en post-opératoire, thromboprophylaxie, analgésie multimodale, ablation précoce du drain, mais il n'y a pas de drain, réalimentation très rapide, mobilisation très rapide. Et tout ceci contribue à une récupération beaucoup plus rapide du patient et dans de meilleures conditions. Et donc c'est extrêmement important. Alors, juste quelques éléments, vous voyez, parce qu'il y a une littérature tellement importante que je ne vais pas évidemment la citer. Mais quelques éléments, par exemple sur le plan chirurgie digestive, réduction des complications de 41%, ce n'est pas de 2%, de 41%, durée de séjour de 33%, chirurgie bariatrique, réduction, durée de séjour, nausées, vomissements, orthopédie, chirurgie de l'arthroplastie, réduction, nausées, vomissements, score de la douleur, durée, meilleur résultat fonctionnel. C'est incroyable en fait. Neurochirurgie, on dirait oui, mais ça ne concerne pas, la RAC n'est pas concernée. Eh bien si, réduction de la douleur et de la durée de séjour post-opératoire. En obstétrique, réduction d'utilisation d'opioïdes de la douleur post-opératoire. Et même en urgence, c'est bénéfique sur la meilleure récupération des patients. Ça, c'est quelques publications de 2023, mais il y en a 10 fois plus. Entre parenthèses, sur le site de l'ARS, on essaie de faire une mise à jour de ces publications régulièrement, donc profitez-en. Petit rappel sur les actions de l'ARS dans ce domaine, qui ont été assez importantes et qu'on essaie de renforcer encore, parce que ce n'est pas tout à fait encore réglé, ce n'est pas encore systématiquement utilisé. 2017-2018, 20 services accompagnés, et c'était assez particulier parce que c'était services accompagnés par des services experts. Donc c'est vraiment du compagnonnage, et donc nous étions là pour les aider un peu dans cette articulation. 2018-2021, encore 17 services, avec donc 37 services accompagnés. Et puis après, grâce à notre ami Morgane Le Guen, préhabilitation, donc qui concerne un champ un peu plus limité. D'abord, on a fait un webinaire pour voir ça, si les gens étaient intéressés. 400 personnes inscrites au webinaire, donc un intérêt fort. On a lancé un accompagnement d'établissement, 32 services ont été accompagnés. Et puis maintenant, cette année, on a lancé un appel à projet pour accompagner les établissements dans ce contexte. Il y a beaucoup de documents qui sont à votre disposition sur le site de l'ARS, qui sont des retours d'expérience avec des fiches très pratiques pour la première phase, la deuxième phase. Et également, il y a des clips vidéo qu'on a conçus pour vous aider, pour vous et vos équipes, pour vous et vos patients. Donc vous pouvez le voir sur le site de l'ARS. Donc c'est des petits vidéos qui durent 1 minute, 2 minutes, qui expliquent comment ça se passe, qu'est-ce que c'est le jeûne moderne par rapport au jeûne ancien, c'est-à-dire arrêt de l'alimentation 24 heures avant. Maintenant, c'est qu'on peut boire certains liquides jusqu'à 6 heures, et même c'est bénéfique, c'est pas on peut, c'est même bénéfique. Et qu'est-ce que ça entraîne comme avantage? Donc il y a 8 clips vidéo, vraiment vous pouvez en profiter, c'est le site de l'ARS. Donc là, il y a le son évidemment, mais bon. Donc vous voyez, ça rappelle ce qu'il faut éviter,
même 24 heures avant. Bon, il y a le son, donc c'est un peu plus sympathique, mais bon, c'est pas grave. Repas léger, qu'est-ce que c'est le repas léger? Rappel, jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Donc, on peut boire des liquides clairs. Voilà. Bon, alors on voit le patient qui est opéré, très bien. Et tout se passe bien, super bonne équipe chirurgicale. Voilà, il y a une surveillance, bien sûr. Les IBOD, tout le monde est là. Tac, il est content. Super forme. Et ça vous rappelle, si vous voulez justifier pour vos équipes, pour vos patients, vous voyez les points qui permettent de justifier, qui ont été montrés comme bénéfices du jeûne moderne dans ce contexte. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous en souhaitez. Et si par hasard, il y a d'autres éléments qui vous semblent intéressants, hop, vous venez vers nous et puis on verra si on peut faire ces petites clips vidéo avec vous. Pour conclure, en fait, c'est une action qui est fondamentale. Vous allez être convaincus maintenant pour le bénéfice de tous les patients, pas de certains patients, de tous les patients. Vous avez de bonnes bases à votre disposition, profitez-en. Et vous savez très bien que ces protocoles que j'ai mis en cité ne sont pas réutilisables comme ça. C'est-à-dire que l'étape numéro 1, et on en parlera juste après, c'est créer un groupe de travail multidisciplinaire qui permette de mettre en place, et ce sera ce que nous présentera le docteur Jérôme Loriot dans quelques minutes. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'éventuellement il y a une question avant de partir sur l'épreuve du terrain auprès du professeur Henri-Jean Philippe? Moi, j'ai juste une question qui va peut-être faire après c'est une question à l'Assemblée. C'est juste pour avoir un petit peu un tour de table des personnes présentes. J'imagine que tous parmi vous pratiquent la RAC, donc je ne vais pas poser la question qui le fait, parce que voilà, tout le monde le pratique. Je vais l'introduire de façon biaisée. C'est dans l'Assemblée aujourd'hui qui bénéficie de prescriptions informatisées post-opératoires. D'accord. Donc ça commence à devenir très important et je pense que c'est vraiment un outil pour avoir des modèles de prescription standardisés, d'avoir des repères pour l'infirmière et pour forcer un petit peu la marche en avant sur des protocoles de soins tels que la réhabilitation. Donc je ne vais pas plus loin, mais c'était juste pour avoir cette photo auprès de l'Assemblée. Merci beaucoup. Oui. Je vous propose de démarrer avec donc un petit changement de programme. Et pour des contraintes d'agenda, on va commencer avec le retour d'expérience de 2 établissements de santé autour de la RAC, avec une vision du chirurgien digestif en compagnie du docteur Jérôme Loriot de l'hôpital Saint-Joseph. Et on fera un petit point, pas un petit point, on fera le pendant gynécologique avec le docteur Estelle Wafo juste après, et puis avec des questions pour le coup, j'espère, plus nombreuses. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité de présenter notre retour d'expérience et de l'aménagement de l'agenda aussi. Et j'associe bien sûr à ma présentation Pascal Alfonsi, qui est mon homologue d'anesthésie sur le site Saint-Joseph. Alors, on m'a demandé de vous raconter notre vie, donc je vais regarder un peu dans le rétroviseur et de vous raconter nos déboires éventuels et puis ce qu'on a réussi à faire. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur, on regarde quelques années quand même en arrière. On a dû commencer vers 2014-2015 et on s'était demandé si on travaillait pour quelque chose d'extrêmement nouveau. On n'était vraiment pas dans la nouveauté, parce que si on regardait un peu en arrière, en 95, avec juste 8 patients, il y avait quand même cette publication. Tout le monde aurait bien aimé faire des Lancet. Il y en a beaucoup peut-être qui l'ont déjà fait dans la salle, mais un Lancet avec 8 patients, c'est quand même pas mal. Et c'était la réussite de Kellett qui avait rapporté ce fast track à l'époque. On n'était pas encore dans la RAC, mais donc lui, il avait réussi à publier ce précurseur en fait de la RAC avec des patients qui avaient une analgésie multimodale, qui bougeaient plus rapidement, qui étaient réalimentés plus tôt et qui déjà avaient une DMS qui diminuait. Donc vraiment, en 2014-2015, quand on a commencé, on n'était pas dans la nouveauté, on a juste repris un peu ce qui existait avant. Et puis, c'est encore plus vrai quand on regarde encore plus loin dans le rétroviseur. Alors, je vous invite à lire, je vous laisse le lire,
Le texte dans l'encadré, je vais vous raconter un peu le contexte. C'est M. Tom Ray, qui est professeur de chirurgie thoracique. Il se rend, je ne sais pas si déjà c'était le mercredi après-midi à l'Académie de chirurgie, mais Jean-Luc Bouillot pourra peut-être nous dire, lui, membre, si ça a toujours été le mercredi après-midi, mais il se rend à l'Académie de chirurgie. Il n'est pas accueilli avec des tomates, mais presque. En tout cas, on l'invite à sortir de la salle parce qu'on considère que c'est un assassin et qu'il va tuer les malades en leur demandant de bouger plus tôt et de se lever. Et on est en 1956. Donc on n'est vraiment pas, quand on parle de RAC, de réhabilitation précoce et accélérée après chirurgie, dans un concept nouveau. Il y a des gens, des chirurgiens, des anesthésistes. À l'époque, en 1956, il n'y avait pas encore beaucoup d'anesthésie, mais il y avait des équipes autour d'un patient, en tout cas. On ne parlait pas de l'anesthésie à proprement parler, mais on parlait d'une équipe autour d'un patient qui avait compris que plus on les bougeait vite et plus ils récupéraient, mieux ils allaient en post-opératoire. Alors, toujours, quand on regardait en arrière, il y avait c'est un peu ce que vient de faire Morgane Le Guen. On avait fait un petit sondage en 2011 à la Société française de chirurgie digestive au congrès qui a lieu en fin d'année. On avait demandé dans la salle, qui fait de la RAC? Vous voyez, il y avait en 2011, 83% des chirurgiens qui avaient dit on fait de la RAC, nous, 83%. Alors c'est une réponse de chirurgien, vous allez me dire, vous avez sans doute un peu raison. Sauf que comme on avait été un tout petit peu plus on avait voulu investiguer ça, on avait regardé qui le faisait en vrai. Et on avait demandé sur chacun des items qui étaient déjà connus à l'époque sur la RAC, qui le faisait vraiment, donc qui appliquait en fait la RAC. Vous voyez que les colonnes vertes, où vraiment c'est de l'application assidue de la RAC, il n'y en avait pas tant que ça, donc il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui le font vraiment. Et donc nous, on était un peu dans la dynamique de le faire vraiment, et donc on s'est lancé dans cette aventure. Tout était déjà disponible, on n'avait rien à inventer, il suffisait de regarder. Il y avait déjà ces recommandations de la SFCD et commune avec la SFAR d'ailleurs, de le faire, de comment on fait de la RAC. Donc il y avait des recos, il suffisait d'appliquer. Pourtant, en 2014, il n'y avait pas grand monde qui utilisait au quotidien la récupération améliorée après chirurgie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé quelles étaient les méthodes qui étaient proposées dans la littérature. Il y avait ce papier, qui est un papier de 2015, qui dit faut regarder la littérature, il faut regarder nos ressources, il faut regarder ce qu'on peut adapter de la littérature à nos ressources, établir un protocole, réévaluer, adapter en permanence, etc. Donc on est rentré dans ce cercle vertueux. On a quitté notre cercle vicieux du jeûne, de l'immobilisation et tout ça. On a voulu rentrer dans ce cercle vertueux. On a regardé la littérature. La littérature, elle nous disait quoi? Il y avait ce papier-là, qui était une méta-analyse qui nous disait ce qui avait été rapporté en préopératoire, en péropératoire ou en post-opératoire dans les études. Et vous voyez qu'il y avait beaucoup de colonnes. Il y avait NA. En gros, on ne savait pas, il n'y avait rien de cohérent. Et on ne pouvait pas trouver la recette applicable à tout le monde. Et sans doute, il fallait d'ailleurs surtout pas le faire. En tout cas, la littérature ne nous disait pas, voilà, le modèle idéal de la RAC, c'est ça. Il n'y avait pas de chose idéale, donc il a fallu piocher un peu sur le préopératoire, ce qui est en rouge. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'il modélise bien la RAC avec les 3 phases. Donc on a pioché un peu dans le pré-op ce qu'on pouvait faire, pér-op, post-op. Et on a adapté en fait un programme saint-joséphien de RAC. Pour faire ça, on a créé Scopil. Donc c'est un comité de pilotage avec le patient au centre. C'est une idée forte. On travaille tous pour que le patient soit enfin au centre de la prise en charge. Ça c'est pareil, on dit qu'on va le faire depuis des années, mais il s'agit vraiment de le faire avec la RAC. Et autour, une des phases les plus importantes, ça a été d'oublier personne. Parce que quand, par exemple, vous allez demander au pharmacien, que vous n'auriez éventuellement d'ailleurs pas associé, vous le voyez, il n'est pas dans le truc là, d'acheter des carbohydrates, il ne va pas très bien le prendre parce qu'il va être associé a posteriori à un projet dont il n'est pas partie prenante dès le début. Donc, première erreur à ne pas faire, et qu'on a sans doute fait sur un des participants, c'est d'oublier la personne qu'on va ensuite solliciter et qui ne sera pas super motivée pour votre projet. Donc, la première étape, le copil, c'est une des choses sur lesquelles on peut trébucher, et sur lesquelles on a trébuché. Donc, on a corrigé le truc, et puis on a emmené tout le monde dans l'aventure. Dans les grandes aventures comme ça, on a intérêt à oublier personne et à ce que tout le monde soit dans la même dynamique dès le début. Et puis, on a fait un état des lieux, parce que si on attend d'avoir une diminution de 30 à 40% de la morbidité, c'est bien de savoir d'où on part. Et on ne savait pas. La morbidité, vous savez, pour les chirurgiens, il y en a toujours, en fait, dans la réalité, c'est moins perçu que la réalité. Donc on a fait un état des lieux de notre RAC. Et la RAC, on la faisait déjà un peu. Vous voyez, ça c'est une photo du système de surveillance GRASS à l'époque. Et donc les colonnes grises, c'est nous, et le vert, c'est... grise, c'est le niveau national, et vert, c'est nous. Il y avait déjà des taux d'application de certains items qui n'étaient pas négligeables. Donc tout le monde fait déjà un peu de RAC, sauf que ce n'est pas formalisé.
Donc on a regardé, on avait 9 patients, vous avez les chiffres à droite. Et puis, avec ces réunions, avec notre copine, on a fait un protocole. Et voilà un peu à quoi ça ressemblait au début. Ça a l'air de rien, mais en fait, chacune des items que vous voyez là, par exemple les carbohydrates, je vous parlais d'histoire du pharmacien, il a fallu faire des réunions, savoir lequel on choisissait, comment on faisait pour le donner au patient, qui le délivrait, à quel moment de la prise en charge. C'est anodin, mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'entendre parce que c'est quelque chose sinon qui au quotidien risque de rencontrer des difficultés d'application. On a décidé avec Pascal Alfonsi de ne pas s'engueuler dès le début. Donc l'analgésie multimodale, lui il disait corticoïdes ou INS. Les chirurgiens, il s'agissait déjà de leur faire changer toute leur pratique. Si on leur avait en plus vendu que sur les colectomies, on allait mettre des INS à tous les malades, ça aurait sans doute été difficile. On a décidé de ne pas faire comme ça. Et on a établi un protocole au début, sans INS. Et c'était comme ça pour chacun des points. Pourquoi c'était difficile ? Parce qu'on avait tous on était tous élevés dans le même concept de un drainage, une sonde gastrique, la perfusion. Tout ça, c'est pour donner de la sécurité à notre patient. Et on disait à tous ces gens qui, à la fac, dans les instituts de formation en soins infirmiers, vous avez appris des choses, c'est n'importe quoi, on va exactement vous proposer de faire l'inverse. C'est exactement ce qui se passe quand on fait de la RAC. Parce que toutes ces choses qui ont pour but, dans notre idée, d'entourer le patient de sécurité, on va les remettre en cause et bousculer les paradigmes. Alors, au quotidien, on a lutté pour que le patient ait son plateau. Donc, on a composé des plateaux. Il a fallu un plateau qui soit acceptable pour tout le monde, qui tienne compte des publications. Je ne vais pas refaire toute la littérature, mais il y a plein de publications sur ce qu'un patient tolère mieux en post-opératoire immédiat dans un programme RAC. Donc, on a pris un plateau avec de la purée, avec de la dinde et une prescription aisée, informatisée, pour que ce soit facile en prescription post-opératoire. Petit point bloquant, petit écueil, il faut dire à l'interne que quand on a cliqué le plateau RAC, il ne faut pas hésiter le lendemain à repasser sur un menu plus normal. Parce que sinon, il y a des patients qui mangent du plateau RAC pendant 3 jours. Quand le patient il vous dit « j'en ai un peu marre du jambon avec la dinde », voilà, faut adapter tout ça. On a combattu contre l'horaire obligatoire d'ablation de la sonde urinaire. Vous savez, dans les hôpitaux français, ça n'existe qu'à 5 heures du matin. Si on a loupé le créneau d'ablation de la sonde urinaire à 5-6 heures du matin, c'est fini, on ne peut plus l'enlever jusqu'au lendemain matin. Et ça, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire qu'une sonde urinaire, si elle est quasiment pas enlevée à la sortie de bloc opératoire ou sortie de la salle de réveil, c'est mort. Vous l'avez pendant 24 heures de plus. Donc voilà les combats qu'on a menés. On a mené un combat et on le mène encore au quotidien sur le switch entre IV, PEROS. Parce que quand on veut limiter des apports à 500 par 24 heures, si c'est ces 500 qui sont là, vous avez toutes les chances que toutes les prescriptions annexes, analgésiques ou autres, puisqu'il y a une perfusion, on les passe en perfusion. Donc les 500, ils vont se transformer à 1000 ou 1500, juste parce qu'il y a tous les petits pochons de dilution qui vont venir s'ajouter et qui sont des apports involontaires et d'eau et de sel pour le patient. Et puis on a utilisé des choses simples dès le début dans notre protocole, avec des choses qui ne coûtaient rien. Quasiment tous les patients, ils ont maintenant un téléphone qui permet de mesurer les pas. Donc quand vous voulez faire déjà un peu de préhabilitation ou d'évaluation de morbidité initiale de nos patients, de comorbidité, on leur a fait marcher pendant 6 minutes. On a choisi des outils faciles. On n'a pas imaginé des questionnaires difficiles dès le début, avec des tests qui ne coûtaient pas cher et qui étaient applicables au quotidien. Parce que il y a eu des coûts. Dans notre protocole, quand on l'a construit, il y avait des choses qui ne coûtaient pas trop cher. Il y avait la lutte contre l'hypothermie, il y avait déjà quasiment tous, ou beaucoup en tout cas, les couvertures et les Berger étaient là. Quand il a fallu discuter de ça, ça c'était bien appliqué aussi, la curarisation. Quand il a fallu discuter du remplissage et de l'optimisation du remplissage pour tendre vers le meilleur remplissage, ça a été un autre débat, parce que les moniteurs du remplissage, que ce soit celui-ci de cette marque-là ou des autres, il coûtait à l'achat lui-même un peu d'argent, puis à chaque fois qu'on mettait un consommable, c'était une centaine d'euros. Donc forcément, il a fallu qu'on fasse un peu de médico-économie et qu'on aille voir notre direction. Quand on a vu notre direction, on leur montrait plutôt les résultats sur la droite, quand on publiait des choses comme ça, sur des économies, plutôt que qu'on calculait en fait, le coût de la RAC, c'était avant que les bornes basses sautent, où en fait, la RAC faisait perdre de l'argent à l'hôpital. Donc ça, on l'a calculé, on l'a évalué, mais on ne l'a pas trop montré à notre direction des finances, on leur montrait plutôt les économies potentielles. Bon, depuis, ça n'existe plus, depuis que les bornes basses ont sauté, c'est plus une réalité, mais c'était quand même intéressant de savoir qu'au début de l'expérience, la RAC coûtait de l'argent.
Et puis, on a suivi tout ça. Parce que si on n'est pas capable de le suivre, on va perdre le fil, on ne va pas être capable d'évaluer nos pratiques. Et vous voyez, après 231 patients, c'est une évaluation qui est déjà vieille, on avait optimisé les verres, il y a beaucoup plus de verres qu'avant, donc on était un peu plus dans des taux d'application satisfaisants de la RAC. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça motive les équipes de suivre. On voit que la RAC, c'est dans la littérature, mais dans la vraie vie, on voit exactement ce qui est promis par la littérature. Et il n'y a pas beaucoup de choses en médecine où on a cet aspect satisfaisant. Quand on applique de plus en plus de critères, on a une DMS qui diminue. Ça, c'est les résultats Saint-Joseph sur les 231 patients, et on voit exactement ce qui est dans la littérature. Donc pour les équipes, c'est super important de voir qu'ils ont fait des efforts, qu'ils ne les ont pas fait pour rien. Et puis suivre, ça permet aussi des fois de voir que ça ne marche pas. Donc là, c'est un tout petit focus sur septembre 2016, octobre, novembre 2016, il y a un truc qui ne va pas, on regarde les réalimentations à moins de 24 ans, on se dit qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, il y a un moteur, je fais un peu moteur de la RAC, donc je pousse dans le service, je distribue les plateaux repas, j'incite tout le monde à les avoir, sauf que quand je ne suis pas là, parce que je suis là, il y a un peu moins de réalimentation précoce. Donc il faut savoir suivre, ça permet aussi de savoir pourquoi ça ne marche pas temporairement. Et vous savez tous que c'est important que ce soit appliqué au maximum, parce que la RAC, plus on joue, plus on gagne. Si on applique à moins de 70%, on n'a aucun bénéfice significatif. Donc il faut vraiment toujours être au-dessus de ce seuil-là pour pouvoir avoir un bénéfice de la RAC, d'où l'idée d'un suivi permanent. On commence après à évoluer, on a évolué petit à petit. Une fois que notre programme était bien en phase, on a commencé à regarder tout ce qui était glycémie périopératoire. Parce que vous savez l'impact que ça a. Donc, par exemple, chez des patients non diabétiques, on va maintenant en post-opératoire suivre de manière un peu plus systématique les glycémies pour éviter les hyperglycémies post-opératoires qui sont délétères en termes de morbidité. On a essayé de travailler sur l'analgésie multimodale. On avait un temps les morphiniques oraux avec un distributeur qui était là, qui n'est plus disponible sur le marché. Donc, on se repose la question actuellement des AINS et on va sans doute migrer là-dessus, y compris sur la chirurgie colorectale. On se pose la question, et ça a été évoqué tout à l'heure, de tout ce qui est numérique, la surveillance post-opératoire. Il y a bien sûr déjà tout ce qui est SMS post-op et surveillance post-op avec le SMS, mais il y a bien plus à faire. Il y a tout le monitorage à domicile qui est maintenant possible techniquement. Il y aura des coûts, il va falloir qu'on discute de ça. Et puis, c'est pareil, on est sur une chirurgie qu'on veut, une chirurgie, en tout cas une récupération cellulaire. On sait l'impact qu'a l'hypotension périopératoire sur le système cardiovasculaire au sens large, et on est persuadé que sur la récupération en chirurgie colorectale, la cicatrisation colorectale, c'est aussi très important. Et là, c'est un exemple d'optimisation en fait, de l'hypotension post-opératoire, la diminution. Et vous voyez qu'on a des systèmes maintenant, des plateformes qui permettent de diminuer et d'aider au conseil, de conseiller le médecin anesthésiste pour diminuer encore, prédire l'hypotension post-opératoire et lutter contre ça, parce que c'est des éléments qui sans doute sont délétères sur la cicatrisation colique post-opératoire. Peut-être qu'un jour on atteindra le Graal. Alors c'est pas une salle à manger de chez Ikea, mais ça pourrait, parce que c'est en Suède. C'est la salle commune où tous les patients iront manger à J1 et on ne la servira plus dans le service. On n'a pas encore ça pour des raisons architecturales, parce qu'il faut changer un peu le service. Mais franchement, on aimerait bien tendre vers ça, parce que ce sera vraiment la récupération. Ça existe déjà, hein, mais pas de manière... Ça existe déjà en France, d'ailleurs. Il y a des expériences comme ça, mais en tout cas, nous, on n'a pas encore cette réussite-là. Et pour conclure, il faut, quand on est chirurgien, savoir regarder ailleurs et se dire que la vérité n'est pas toujours dans les sutures et la couture au bloc opératoire. Il y a sans doute d'autres choses qui se passent pour que le patient aille bien ou moins bien, qu'on peut diminuer clairement, on sait, 30 à 40% des complications. Et pour ça, il faut changer. Et changer, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Qu'il faut changer nos parcours, des manières de suivre et d'évaluer les patients et évaluer nos pratiques. Et puis le plus important finalement, et il y a des publications là-dessus qui résument la RAC, c'est réussir à travailler ensemble, où là, avant, on travaillait chacun dans notre coin. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je propose qu'on enchaîne tout de suite sur le deuxième retour et qu'on laisse la place à des questions, puisque j'en ai plusieurs. Bonjour à tous.
Voilà. Merci de m'avoir, merci à Henri Jean-Philippe et à l'organisation de m'avoir proposé de parler de notre expérience RAC à Jossigny. Donc, en introduction, il est vrai qu'on a été parmi, un des premiers groupes à réaliser la RAC. Donc, en effet, ce qui a vraiment été essentiel dans la mise en place de la RAC, c'est la collaboration. Alors, c'est vrai qu'initialement, nous avions initié la RAC en gynécologie sur l'hystérectomie et ensuite les césariennes. On a associé les chirurgiens et les anesthésistes et bien évidemment tous les personnels paramédicaux. Donc la RAC, je ne reviens pas là-dessus, tout le monde maintenant en a entendu parler. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on veut intégrer ce programme, il est vrai qu'on peut difficilement le faire tout seul. Donc il existe plusieurs organismes. En France, c'est Grace, qui a été vraiment moteur dans la mise en place de notre accompagnement, et ERES, donc dans les pays anglo-saxons. Et l'idée, c'était aussi d'améliorer nos prises en charge des patientes, et notamment, on ne peut pas parler de la RAC et être à leur cas sans parler de l'ambulatoire. Donc, bien évidemment, on tend vers des DMS de plus en plus courtes et voire un maximum d'hospitalisation en ambulatoire, comme la cible qui est encore difficilement atteinte. Alors, j'avoue que dans mon service en gynécologie, on arrive quand même à atteindre 64% d'ambulatoire, grâce en effet à la scénologie aussi. Mais toute la chirurgie gynécologique, une bonne partie peut être améliorée. Il y a la question de la valorisation de la RAC, parce que initialement, en effet, il y a toujours l'objectif financier. Quand on parle avec nos directions, le but, c'est de ne pas plomber les budgets, mais au contraire de valoriser toute notre activité. Initialement, il n'y avait pas de codification spécifique à la RAC, donc comme on l'a vu, ça pouvait un peu freiner les directions, parce que quand je dis qu'on travaille ensemble, c'est aussi bien tous les professionnels médicaux, paramédicaux, mais aussi la direction et l'administration qui financent. Donc aujourd'hui, il existe une RSS. Donc globalement, dans mon service, nous avons pu bénéficier, grâce au soutien de Grace, de plusieurs sessions d'accompagnement à partir de 2019 sur la RAC. Alors il est vrai que dans les suites, Covid est passé par là, donc ça a un peu plombé nos résultats sur une petite période. Mais le démarrage a été bien pris et je vais vous montrer un petit peu comment s'est organisé cet accompagnement de façon concrète. Donc on avait des objectifs de suivi, donc cadrer le lancement, des autodiagnostics, comme je vais vous montrer, comme ce qui a déjà été dit, des organisations sur les cycles et les plans d'action, en sachant que cette mise en place de la RAC s'est faite par centre, mais on avait aussi la grande chance de pouvoir échanger avec d'autres équipes. Donc, notamment dans le groupe césarienne et les groupes hystérectomie, on a travaillé avec beaucoup de nos collègues, notamment à Aubonne ou dans le 93, et notamment avec des équipes qui l'avaient déjà initié avant nous, ce qui nous a permis de vraiment suivre et de s'évaluer, de se comparer à ces équipes. Ce qui est important, en effet, c'est de savoir de quoi on part et où on veut aller. Donc, on a fait une petite synthèse de nos forces, de nos faiblesses, donc dans le cadre du système SWOT. Et on voit bien, c'est vraiment le point essentiel, que la RAC, c'est une question de collaboration et surtout impliquer les personnels soignants, parce qu'on ne va pas décider tout seul. En effet, venir avec son bâton de pèlerin et son petit plateau au lit de la malade, c'est peut-être bien, mais si l'infirmière n'est pas du tout préparée ou n'adhère pas du tout, ça n'avancera pas. Encore une fois, la direction doit vraiment être impliquée dans le projet. Ça ne sert à rien de se battre contre, il faut vraiment travailler avec. Les faiblesses, en effet, c'est qu'initialement, dans le service, on n'avait pas d'infirmière dédiée à la RAC, donc on a dû vraiment former toutes les équipes. On a dû aussi s'organiser et cibler les différents plans d'action. On a commencé, ça a vraiment été une belle collaboration avec les anesthésistes. Je peux parler vraiment à bâton rompu parce que j'en ai deux ici présents, et c'est vrai que ça nous a aidé à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble.
On a eu la chance, dans les opportunités, d'être accompagnés par, en effet, les groupes Cercle et l'ARS. Et l'expérience de l'ambulatoire, encore une fois, nous a aidés à réfléchir sur comment est-ce qu'on rend les patientes moins malades à la sortie du bloc. Parce qu'il est vrai qu'on va en reparler, mais à partir du moment où une patiente est attachée par une perfusion, une sonde urinaire, une sonde nasogastrique, elle est complètement attachée dans son lit. Et le but, c'est de rendre les patientes moins malades le plus tôt possible. Et donc, moins elles sont attachées et moins elles sont malades. Il fallait aussi organiser les transports des patientes. On a encore un peu de mal à le mettre en place, mais c'est l'objectif vers lequel on tend, le patient debout. Et bien évidemment, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est très difficile de mettre en place certains projets parce que déficit de personnel. Mais bien évidemment, on essaye au maximum de le prendre en compte et dans l'organisation des décollages horaires d'arrivée des patientes. Rapidement, pour pouvoir réfléchir et avancer, on a dû se fixer des objectifs. Et donc, globalement, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que, bien évidemment, il fallait une collaboration intense entre les anesthésistes et les chirurgiens pour le pré-post-péropératoire. Un point vraiment essentiel, et je remercie mes chirurgiens ici présents, c'est l'importance de la préhabilitation. Donc notamment avec la correction de l'anémie préopératoire. Aujourd'hui, c'est vraiment bien... On essaye au maximum de bien l'organiser et de l'anticiper. Bien évidemment, le jeûne moderne, là je ne fais que des redites. Le jeûne moderne qui a vraiment été une avancée pour les patientes. Une information. Il était essentiel que l'adhésion aussi passe par les patientes. Il est vrai que c'est une communication entre médecins, professionnels de santé, mais les patientes sont au cœur du système. Il est essentiel qu'elles soient informées, qu'elles puissent y adhérer. Et bien évidemment, on ne les oublie surtout pas, nos correspondants de ville, parce que quand on a des médecins avec qui on travaille, des sages-femmes, des infirmières, il est important qu'ils comprennent nos différents protocoles et que, pareil, ils y adhèrent pour pouvoir mieux informer aussi les patientes qui nous adressent. Et bien évidemment, à partir du moment où on met en place une nouvelle organisation, il est essentiel d'avoir une évaluation, notamment par un questionnaire de satisfaction qu'on distribue aux patientes. Juste pour vous montrer donc toujours les différentes étapes et la mise en place. Donc, globalement, on a initié de février 2019 à février 2020. On était censé, mais comme vous voyez, en 2020, ça a été un peu... Voilà. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment mis en place, donc ça roule. On a donc mis en place les préparations des dossiers. C'est ce qui nous a vraiment permis d'être très rigoureux dans la traçabilité de ce projet. Donc, ce qui est essentiel, en effet, c'est que le post-op se prépare en pré-op. Il faut anticiper les choses. On ne fait pas des choses au dernier moment. C'est vraiment le point essentiel pour pouvoir... éviter que les patients soient perdus dans la prise en charge. Donc, pour le post-op, on essaie au maximum de valider le jour même le compte rendu opératoire. Les consignes post-op sont données avant l'intervention et après l'intervention. On prépare en amont les ordonnances post-opératoires, les rendez-vous post-opératoires et les feuilles de consignes. Les surveillances post-opératoires, comme on le disait, aujourd'hui, on est encore dans l'appel téléphonique post-opératoire et les patientes ressortent avec les numéros de tous les anesthésistes et les chirurgiens de garde. Et encore une fois, ce modèle a été quasiment calqué sur le modèle de l'ambulatoire. Et vraiment, c'est une belle collaboration. Donc ça, c'est juste un exemple de la fiche que l'on avait initiée donc, pour la RAC hystérectomie, qui aujourd'hui, à la limite, je l'utilise même plus parce que c'est un automatisme. Mais ça nous a quand même permis... de prendre de bons réflexes, notamment pour l'anémie préopératoire avec la NFS à affiniténémie, avec l'obligation de récupérer les examens, parce qu'on prescrit, mais il faut que ce soit vu, et il faut que ce soit tracé. Donc c'est tout bête, mais en fait, ce sont vraiment des points essentiels, et on est parfois pris dans nos consultations, dans notre activité. On prépare, comme je le disais, la sortie, en anticipant, si besoin, des places
en SSR, en HAD ou autre, nous, on a un système qui s'appelle Trajectoire. Donc vraiment, tout ça est au maximum anticipé à la consultation préopératoire. Pour l'analgésie, on en a parlé. C'était l'analgésie multimodale qui a été réfléchie et vraiment très bien pensée par nos anesthésistes, avec en effet une limitation maximum des morphiniques, et on y arrive progressivement. On fait en effet des prescriptions informatisées, voilà, je reprends la question. Donc on a notre logiciel et donc c'est écrit RAC, comme ça on tape à RAC. Bien évidemment c'est évolutif, parce que là je vous parle c'était le logiciel de 2020. Aujourd'hui on réfléchit progressivement avec les anesthésistes et on améliore, mais globalement, le but, c'est vraiment d'augmenter la mobilisation et l'alimentation le plus rapidement possible pour les patientes. Les patientes doivent être vraiment bien accompagnées, donc elles ont bénéficié d'un petit livret. On a réalisé un petit livret pour les guider avec les différentes étapes de leur parcours, la consultation gynécologique, l'entretien avec l'infirmière et la secrétaire, maintenant c'est quasi les deux, et tous les différents rendez-vous que l'on anticipe pour que les patientes, dès l'intervention, elles sachent où elles vont et qu'elles soient réellement guidées, avec en effet l'appel. Alors quand c'était les rachisarectomies et ces hystérectomies, on était plutôt des appels à J7. Aujourd'hui, on essaye de rapprocher un peu les appels. Et le rendez-vous post-op. C'est un peu une redite. Voilà. Grâce à ces différentes mises en place et à Grace, on a fait en effet une analyse de nos différents dossiers. Et en effet, l'essentiel était de savoir de quoi on partait. Initialement, donc ça c'était au tout début. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une évaluation de notre centre en vert et les données des autres centres qui faisaient partie de notre groupe en noir. Et on voit qu'en effet, au tout début, on faisait de la RAC sans le savoir. Et en fait, vraiment, pour pouvoir s'améliorer dans les prises en charge et dans toutes les organisations que l'on fait, il faut tracer, il faut systématiser les choses, parce que finalement, on se rend compte que parfois, on a des activités, des projets mis en place, mais qu'on ne valorise pas. Et le fait vraiment d'avoir une traçabilité nous permet de nous améliorer. Donc là, on voit que progressivement, il y a quand même une amélioration sur certaines prises en charge. Voilà ce qu'on a dit, les corticoïdes, la réduction de l'acidité gastrique. Bon, il y avait la contention, là, on a pêché un peu, mais ça nous permet justement de pouvoir corriger les différents points. Donc là, c'est de pair opératoire, pareil. On faisait quand même un peu de RAC. Avant, ça c'est avant et ça c'est après. Donc, on s'améliore, mais on partait quand même pas de zéro. Et on peut voir qu'en post-opératoire aussi, ça nous a quand même permis de suivre nos activités. Et là, pareil, c'est juste pour montrer comment est-ce que potentiellement on peut suivre les différents préceptes et les points essentiels de la RAC. Donc ça, c'était pour les recommandations, donc le suivi du profil RAC des patientes. Alors, il est vrai que pareil, c'est toujours personne dépendante, parce que là, en effet, c'était une de mes absences. Et là, en fait, on voit qu'on a une continuité, parce que l'essentiel, c'est pas que ces projets reposent sur une personne, mais ça repose sur une équipe. Et à partir du moment où tout le monde est investi, on peut éviter d'avoir des failles et des manquements sur le suivi. Donc, je vais passer rapidement, puisque ça a redit la chose. Pour les taux de complications, alors ça, c'est important quand même, parce que la RAC, comme on le disait, le post-opératoire se prépare en préopératoire. Et un des points essentiels de la RAC, c'est quand même de limiter les taux de complications. Et ça s'est vraiment vu dans plusieurs publications. On a aussi réduit notre DMS grâce à la RAC. On voit que les patients se récupèrent mieux. Et en effet, comme les sorties sont anticipées, on a, avec la diminution des complications et avec toute l'anticipation, les DMS sont raccourcis. On a donc évalué notre mise en place. Et bien évidemment, on fait notre constat.
on évalue ce qu'il faudrait poursuivre. Donc la prise en charge de la douleur était quand même assez bien respectée. Il fallait que l'on élargisse la RAC à d'autres spécialités, donc à d'autres interventions. Donc on l'a fait pour les césariennes programmées, avec l'accompagnement des mères et des enfants. L'exemple essentiel, c'était l'accueil du nouveau-né en SSPI après la césarienne. Donc tout ce côté psychologique pour les patientes et initier l'allaitement. Bien évidemment, l'idée, c'était aussi d'élargir la RAC à, si possible, toute la chirurgie gynécologique, ce que l'on fait aujourd'hui de façon presque spontanée et systématique. Comme je vous le disais, actuellement, au sein de l'établissement, le patient debout est de plus en plus développé et ça a permis aussi, par la rigueur, de bien optimiser les différentes checklists. Et donc, on reparle encore d'anesthésie multimodale et de toutes les prescriptions RAC qui sont réalisées par les anesthésistes en SSPI. Donc, encore une fois, la traçabilité, je vous dis la même chose. Toujours le financeur, quand même. Donc, transmettre au DIM pour pouvoir valoriser la RAC. Donc, comme on l'a vu dans différentes publications, on parle de la réhabilitation après chirurgie, mais la RAC, c'est aussi la préhabilitation. Et ça se développe de plus en plus. On sait qu'on ne peut pas faire sans... On doit prendre en compte le pré, le per et le post-opératoire. Et en effet, c'était très bien décrit. Ça réduit le stress et l'appréhension de per et post-opératoire. Ça réduit la morbidité. Ça valorise et ça permet de récupérer, grâce à l'exercice physique, d'améliorer l'intervention diététique. Il est important, en effet, de bien insister sur l'arrêt du tabac, de l'alcool, de tous les toxiques. Il est essentiel aussi d'avoir une prise en charge psychologique. Il y a eu différentes revues de la littérature qui redisent la même chose. Les différents projets RAC et ERS réduisent donc la réponse au stress endocrinien, neurologique, métabolique, et donc améliorent les prises en charge chirurgicales et la morbidité. Comme je vous le disais, nous avons pu développer cet esprit RAC sur nos différentes interventions gynécologiques, en sachant que pour les hystérectomies, c'est la dernière. Pour les hystérectomies, outre la laparotomie, on fait beaucoup de voix basse, donc qui suit vraiment sur la RAC. Ce qui est important, en effet, c'est la collaboration multidisciplinaire, l'information de la patiente et nous faisons aussi de la préhabilitation en plus de la réhabilitation. Il faudra juste qu'on ait vraiment une place pour infirmière coordonnatrice. Et il est essentiel de bien valoriser ces prises en charge par les codifications. Merci. On va passer à la présentation suivante. Donc, on va peut-être suivre par Brigitte Homsy, qui est donc médecin DIM au centre hospitalier de Versailles et qui va pouvoir nous éclairer sur l'état des lieux de la RAC dans les établissements de santé en Île-de-France. Donc, Henri Jean-Philippe m'a sollicité pour faire une présentation de l'état des lieux de la RAC en Île-de-France. C'est à partir des données du PMSI. Donc, moi, je suis médecin DIM à l'hôpital de Versailles. Donc, je vous présenterai les modalités de recueil et de codage de la RAC dans le PMSI, puis en fait les résultats avec l'évolution du codage de 2019 à 2022, une répartition par statut d'établissement, la durée de séjour et un petit mot sur la valorisation. Donc les modalités de recueil, en fait, donc, comme ça a été dit déjà précédemment, il y a une nouvelle variable qui a été introduite en 2019 dans le recueil du PMSI. Et elle doit être renseignée en fait pour les séjours qui comprennent une intervention dans un protocole de RAC, que je ne rappelle pas parce qu'il a déjà été évoqué. Donc, il y a également une autre notice technique qui a indiqué qu'il y avait une possibilité de valoriser certains séjours, notamment dans un contexte de mesures de soutien au développement de la RAC. Donc, ça vise à conserver la valeur du tarif du séjour qui correspond à son niveau de sévérité, quelle que soit sa durée. Donc, dans un périmètre de 17 racines de GHM dans un premier temps, qui a été élargi à 19 racines ensuite.
Pour rappel, en règle de groupage pour le PMSI, il faut une durée de séjour minimum pour accéder à des niveaux de sévérité. Il faut 3 jours pour un niveau 2, 4 pour un niveau 3 et 5 pour un niveau 4. Donc ça, c'est levé quand on a une possibilité de valoriser le séjour avec la RAC. Pour exemple, un séjour de 2 jours qui est qualifié de RAC avec un diagnostic de niveau 4 en diagnostic associé, il sera groupé dans le GHM, donc le groupe homogène de malades de niveau 1, mais il sera payé sur la base du tarif du séjour correspondant au GHM de niveau 4. Donc ce mécanisme de valorisation s'applique pour les séjours également réalisés en ambulatoire. Et par contre, on exclut les séjours qui ont un mode de sortie par décès ou transfert vers une unité de soins de courte durée. Et cette variable, elle est créée pour s'appliquer à l'ensemble des activités et pas seulement aux activités ciblées par la mesure et doit permettre de mieux identifier en fait, la prise en charge de la RAC dans la perspective d'un éventuel élargissement de cette mesure de valorisation tarifaire. Donc les 17 racines, elles sont évoquées ici. Donc il y en a une en chirurgie thoracique qui a été élargie à une deuxième à partir du 1er mars 2020. Il y en a 6 en chirurgie digestive, 5 en chirurgie orthopédique, 2 en chirurgie urologique et 3 en chirurgie gynéco. Donc les GHM, c'est des groupes de pathologies en fait. Hein. Je passe rapidement. C'est beaucoup de jargon de médecin intime et de PMSI. La consigne de codage, c'est une reconnaissance d'une démarche de RAC qui est conditionnée par l'existence d'un cahier des charges ou d'un protocole qui décrit la procédure RAC pour chaque activité de chirurgie concernée et qui, logiquement, a fait l'objet d'une délibération par la CME de l'établissement. Cette reconnaissance n'est pas liée à l'obligation de posséder un label RAC et il faut que le chemin clinique du patient soit tracé dans son dossier médical. Donc ici, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on a des envois qui sont faits mensuellement au niveau de l'agence technique de l'information hospitalière. Nous, on a ce qu'on appelle les tableaux O-valides. Il y a un tableau qui s'appelle 1D2 RAC qui retranscrit en fait l'ensemble des codages qui ont été identifiés par établissement. Donc tous les établissements en fait, qui remplissent des données de codage RAC ont ce type de tableau. Donc, les données sont suivies chaque mois, et soit pour les premières racines, les 17 racines de GHM, soit sur d'autres racines qui sont également déclarées par les établissements. Sur la première colonne, vous avez donc le nombre de séjours total. Dans la colonne RAC égale 1, c'est le nombre de séjours pris en charge RAC et leur pourcentage sur le total des séjours de la racine. Et dans RAC égale 2, c'est les prises en charge RAC déclarées, mais qui ne sont pas prises en compte parce que le mode de sortie est décès ou transfert vers un court séjour. Pour rappel, c'est important, les modes de sortie, parce que justement, ça permet soit de valoriser, soit, si on se trompe, on ne peut pas valoriser le séjour. Donc, on passe au résultat. Donc ça, j'ai fait une étude en fait, du codage de la RAC en Île-de-France, dans les établissements d'Île-de-France à partir de l'outil Diamant, et je me suis focalisée uniquement sur les 17 premières racines. Je n'ai pas inclus les 2 racines qui ont été rajoutées après en 2020. Donc sur ces 17 racines, il y a eu une évolution en fait, du codage de la RAC. Hein. Je rappelle, c'est toujours une notion de codage, là, ce que je vous présente. Hein. Si c'est fait dans les établissements mais que ce n'est pas codé, ça n'apparaîtra pas. Donc l'évolution du codage, il est passé de 12% en 2019 à 31% en 2022. En 2019, c'était vraiment la mise en place initiale, donc il y avait encore certains éditeurs de logiciels qui n'avaient pas proposé en fait, cette possibilité de réaliser ce codage. Et puis à partir de 2020, tout le monde pouvait le coder. Donc on est passé à 16%, puis après 25% et ensuite 31%. Il y a un tout petit pourcentage qui est en jaune, mais qui se voit très peu, qui finalement prend en compte les RAC qui sont déclarés et dont le mode de sortie est transfert ou décès, donc pas pris en compte. J'ai voulu identifier ce que c'était l'âge moyen des patients par rapport à la prise en charge RAC ou non RAC.
En fait, il n'y a pas de différence. C'est 61 ans, 7 pour ceux qui sont déclarés pris en charge RAC et 60,8 pour ceux qui sont non RAC. Donc, il n'y a pas de différence identifiée dans ce qui est déclaré en RAC ou non RAC. Donc, je reviens sur la précédente parce que je m'étais un peu trompée dans l'ordre. Donc, en fait, sur les 17 racines de GHM qui sont prises en charge avec ou sans RAC, on voit que certaines pathologies sont plus déclarées prises en charge RAC, effectivement, avec une prédominance qui est réalisée sur l'orthopédie, évidemment aussi sur la chirurgie bariatrique et puis beaucoup moins dans d'autres interventions, puisque c'est vrai que sur les interventions, par exemple, de l'intestin grêle, on s'aperçoit, c'est la 4e ligne, qu'on est à 11%. Alors qu'on arrive sur les prothèses de hanche donc à 50% de déclarés prise en charge RAC. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est la même représentation, mais graphique, sur la déclaration RAC ou non RAC selon les racines de GHM. Là, ici, j'ai voulu identifier s'il y avait une différence qui était faite selon le statut des établissements. Donc, le statut des établissements, on voit qu'effectivement, il y a, selon les racines de GHM et selon les statuts de l'APHP, on arrive à un total de RAC déclaré à 16%. Pour les établissements publics hors APHP, on arrive à un total de RAC de 18%. Pour les établissements qui sont PSPH, on a une RAC déclarée à 51% et pour les établissements privés à 35%. Donc ça, c'est la même représentation un petit peu avec les PSPH, c'est la barre en gris. Donc on voit effectivement qu'il y a une dominante quand même sur ces statuts d'établissement où on a une pratique de la RAC qui est un peu plus développée. Alors, celui-là, c'est un petit peu pour vous montrer la même chose, mais en termes de RAC, non-RAC et en volume. Je vais passer tout de suite au graphique. Celui-là, il est absolument indigeste, mais il vous montre le nombre. Le suivant, il est aussi indigeste, mais quand même, pour essayer de vous montrer à quoi ressemble en fait la globalité en volume de ce que ça représente. Si on prend les interventions sous thoracoscopie, on a un volume qui est quand même assez faible, puisque effectivement, c'est la première racine, 0,4C04. On a 1900 séjours, et tout ce qui est en bleu, en fait, c'est pas de prise en charge RAC. Tout ce qui est les colonnes en orange, jaune ou vert, dans les colonnes, c'est la prise en charge RAC. Et à l'intérieur, donc, on a les statuts. Donc, les établissements... On va passer directement à la 3e colonne, c'est les interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon. Donc 06C04, on voit les établissements publics qui réalisent en fait une grosse partie de l'activité. Donc on a en bleu plus clair, là, pas de prise en charge RAC, en orange la prise en charge RAC. Pour les PSPH, on passe au-dessus, c'est le gris et le jaune, entre prise en charge et pas de prise en charge et prise en charge. Et pour les établissements privés, on a le bleu plus foncé et le vert. Et si on passe effectivement sur la colonne du 08C48, c'est-à-dire la prothèse de hanche, on voit effectivement où sont réalisées cette activité en termes de statut et en termes de répartition, prise en charge RAC, non prise en charge RAC. En termes de durée de séjour, on voit par racine de GHM effectivement une diminution de la durée de séjour de l'ordre de 3 jours et demi. Et cet écart, il varie de une demi-journée à presque 6 jours. Donc ça, c'est la même représentation, mais en type graphique, où on voit les différences de durée de séjour selon qu'on est RAC ou non RAC. Juste en petit encart, c'est en fait pour les séjours de DMS réduite inférieurs à 4, voire à 3 jours, on a ce qu'on avait indiqué tout à l'heure, la possibilité d'une valorisation de niveau de sévérité. Donc, j'ai essayé de regarder comment on arrivait à mettre en place cette valorisation. Donc, j'ai regardé uniquement les séjours qui étaient réalisés sur moins de 3 jours. Donc ça, cette diapo vous montre en fait le nombre de séjours de moins de 3 jours sur un volume total. La première colonne, c'est le total des séjours.
La deuxième colonne, c'est ceux qui sont pris en charge en RAC. La troisième, c'est ceux qui sont pris en charge en moins de 3 jours. Et en dernière colonne, c'est le pourcentage que représentent ces séjours de moins de 3 jours sur le total de la prise en charge RAC. Donc effectivement, sur le total de la prise en charge RAC, mais lié en fait au gros volume que représente l'orthopédie, on a 47% de séjours qui sont pris en charge en moins de 3 jours au total. Avec une grande variabilité, effectivement, selon les différentes racines de GHM. Et cette dernière diapo, elle est un petit peu compliquée, mais c'est pour vous indiquer en fait ce qu'on arrive à valoriser en niveau de sévérité supplémentaire quand on a une durée de séjour inférieure à 3 jours. Donc effectivement, on peut avoir une valorisation de certains séjours, mais on est avec un pourcentage relativement faible de possibilités de valorisation de niveau de sévérité, 2, 3, très rarement 4, pour certaines racines de GHM où effectivement on arrive, notamment par exemple si je prends la 08C48 où on a un gros volume d'activité, c'est la prise en charge de la prothèse de hanche, on s'aperçoit qu'on arrive sur une prise en charge globale de 3663 séjours qui sont pris en charge en moins de 3 jours. On arrive à avoir un niveau 2 de 424 séjours et un niveau 3 de 37 séjours. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit 2 choses. Un, on peut encore progresser. Clairement, dans les parcours de RAC, il y a de la marge de progression, puisque ça fait à peine un tiers et ça fait beaucoup moins en pratique. Là. Et je crois qu'un autre élément, et on va insister là sur la valorisation juste après, c'est effectivement on a besoin d'éducation et dans les gens à mettre autour de la table, on met pas assez, on met souvent la direction de l'hôpital, mais on met pas souvent assez les médecins DIM qui ont cette vision-là de comment valoriser les séjours. Et si on veut pas être constamment à la course à l'échalote en perdant de l'argent parce qu'on essaye de faire mieux, il faut prendre conseil auprès de vos médecins DIM pour vérifier que dans votre prise en charge de RAC, vous valorisez correctement les choses dans vos établissements respectifs. Un petit mot ? Oui, tout à fait. Alors après, il faut quand même savoir que quand on a des durées de séjour inférieures à 3 jours, et ça dépend des racines de GHM, mais c'est vrai que quand on a de l'activité prothétique programmée, on n'a pas forcément des patients qui vont présenter des complications, et ce qu'on espère, c'est qu'ils n'en présentent pas. Ouais. Donc parfois, ils ont des comorbidités associées, mais parfois, ils n'en ont pas, qui sont des comorbidités qui sont valorisables. Donc ça, c'est déjà une situation, même s'ils ont une moyenne d'âge qui est plus élevée. Quand on parle des hystérectomies, chez des femmes qui sont quand même beaucoup plus jeunes, on a rarement des comorbidités associées, et donc rarement des possibilités de valorisation de niveau de sévérité. Par contre, la durée de séjour, elle est réduite dans toutes les situations pratiquement. Oui, et pas qu'un petit peu, quoi. C'est des marges 3,5, c'est quand même des réductions énormes. Merci beaucoup. On est dans la valorisation. On va refaire un point. Là, c'était le point Île-de-France. On va ouvrir le baromètre pour faire un point national de l'état des lieux, finalement, et comment valoriser les activités de réhabilitation après chirurgie avec un duo. Celui-là, oui, le deuxième. De 2 métiers différents, donc le docteur Laurent Delaunay, médecin anesthésiste réanimateur, et le monsieur Frédéric Bizarre, qui est économiste. Ils ont partagé une étude ensemble et donc ils vont nous la faire partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Juste avant de commencer, je pense qu'on vous a beaucoup parlé de la RAC, on vous a montré beaucoup d'items de RAC, et j'espère que vous avez noté que, en fait, tous ces items, en dehors de l'éducation thérapeutique, sont simplement des critères de qualité, de pratique de bonne médecine. Et je vous rappelle que faire de la bonne médecine, c'est une obligation déontologique et juridique. Donc normalement, on ne devrait avoir aucun problème pour appliquer la vingtaine d'items qui nous ont été proposés ce matin. Alors,
on va reprendre les données que vous avez vues, qu'on vous a présentées précédemment. Simplement, donc on a vu ça au niveau national. On est parti des données du PMSI, donc à partir de 2019, et qu'on a regardé jusqu'à donc de mars 2019, qui est l'introduction de l'item RAC, jusqu'à décembre 2019. Et puis 2020, on a arrêté, vous vous doutez pourquoi, hein, ça posait des problèmes effectivement d'analyser dans ce contexte Covid les résultats. Donc on a sur donc, la période mars à décembre 2019. Donc on vous a présenté les différents secteurs d'activité précédemment, on va les revoir, c'est les mêmes hein, heureusement d'ailleurs, on tombe à peu près sur les mêmes résultats. On a sorti 420 000 actes, et dans ces 420 000 actes, il y en avait 78 000 qui ont été codés en RAC. On a pu apparier sur les 78 000, on a pu apparier 67 000 patients à patients RAC, à des patients non RAC, d'accord, pour pouvoir effectivement pouvoir analyser les résultats. Donc ils ont été appariés sur les critères que vous avez là, l'âge, le sexe, le type d'établissement, public ou privé, le type d'acte, le mois de sortie et le score de gravité de Charlson. Donc on a étudié le taux de RAC global et par secteur d'hospitalisation, l'impact sur la mortalité à 30 jours, sur la durée moyenne de séjour et les gains de productivité et le taux de réhospitalisation qu'on va vous présenter, Frédéric et moi-même. Alors, en ce qui concerne voilà, ici la courbe de survie, enfin la taux de mortalité sur les 3 mois, pour les patients qui ont été analysés, sur évidemment la série appariée. Et donc vous voyez que globalement sur l'ensemble des items qu'on va revoir, sur l'ensemble des actes, il y a une diminution significative de la mortalité, avec une significativité pour 2 actes qui sont, vous voyez en bas, la prothèse de hanche et les colectomies. Donc vous voyez des résultats très significatifs. Alors, les données descriptives, donc vous avez tous les actes à côté, pour retrouver ce qui vous a été donné précédemment. Ils ont été classés par niveau d'implémentation de la RAC. Donc, vous avez les résultats globaux, et puis donc les taux de RAC et la comparaison entre le public et le privé. Donc, les résultats globaux, c'est la répartition pour chaque acte de l'ensemble des actes entre les 2 secteurs. Donc il y a 60% pour le privé, 40% pour le public, ce qui rejoint des données qu'on a déjà anciennes, puisque l'étude 3 jours de 96 qui avait été faite en France montrait à peu près les mêmes résultats, ce ratio de 60-40%, et avec un taux d'implémentation de la RAC qui vous a été indiqué précédemment, vous voyez autour de 30%. Au mieux, et une moyenne autour de 20%. Alors, c'est un peu mieux en privé, globalement, mais il n'y a pas de quoi crier victoire. Hein. Au mieux, on fait 30% sur les prothèses, sur la chirurgie orthopédique. Un truc intéressant, en rouge, je vous ai mis les interventions qui sont plus fréquemment réalisées en RAC dans le secteur public. Et on voit que c'est beaucoup la cancérologie. Et quand on regarde en volume d'activité, c'est à peu près comparable. On voit qu'effectivement, la cancérologie est souvent plus réalisée dans le public que le privé. Et on peut se poser la question de se dire peut-être qu'on passe plus facilement en RAC quand on fait une activité de façon plus importante. Ça pourrait être une explication. On a regardé aussi sur les séjours s'il y avait une différence sur l'appariement avec les mêmes patients. Et grosso modo, on trouve le même ratio et les mêmes significativités. Le score de Charlson, donc vous avez le score global, vous voyez qu'il est plutôt moins important dans le groupe RAC, c'est-à-dire les patients sont moins graves dans le groupe RAC que dans le groupe chirurgie et soins conventionnels. Ce qui est intéressant parce qu'on sait que l'intérêt de la RAC, c'est justement sur les patients les plus graves. C'est eux qui vont le plus en bénéficier en termes de durée d'hospitalisation et en termes de complications post-opératoires. Il y a une différence entre public et privé. Vous voyez, là aussi, les patients sont significativement plus graves dans le secteur public. On peut en discuter des causes et des explications. Je pense qu'il y a déjà un biais de recrutement, parce que c'est vrai que c'est souvent des circuits qui sont différents pour les patients. L'autre chose qu'on peut dire éventuellement, c'est que quand on regarde en valeur relative, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, mais en valeur absolue, en nombre de patients, comme il y a une activité plus importante, finalement, le chiffre n'est pas très éloigné en valeur absolue entre les secteurs publics et le secteur privé, même si, en moyenne, ils sont plus graves dans le secteur public.
Le taux de réhospitalisation, il n'y a pas de différence significative, sauf pour 2 actes qui sont les hernies cervicales et les tumeurs de prostate, où c'est moins de réhospitalisation dans le groupe RAC. Donc on peut dire que la RAC, globalement, ne modifie pas le risque de réhospitalisation, ou est plutôt un élément favorable pour réduire cette réhospitalisation. Alors, je vais passer la parole à Frédéric, puisque là, il va vous présenter les résultats médico-économiques. Bien, merci Laurent. Donc, tu passes le... alors, bon, c'est sûr que c'était la première étude médico-économique nationale qui avait été faite, donc honneur à toute l'équipe. Hein. Je rappelle qu'il y avait Thierry Boudemac, qui est chef de service au CHU de Nîmes de l'information médicale. Et cette étude a été rendue possible grâce à Karem Slim, je ne sais pas s'il est là, Karem, mais président de Grasse, qui œuvre au développement de la RAC. Alors, sur le plan économique, ce que l'on peut dire, c'était fait en 2019, j'essaie de me souvenir. Donc, on a une baisse de la DMS qui n'est pas de 3 jours et demi comme on a vu en Ile-de-France. Nous, on a 1,45 jours, donc sur le champ... qui a été étudié. De mémoire, on avait sur la tumeur maligne du poumon, en tout cas sur les actes plus lourds, on allait en effet jusqu'à presque 3 jours. En économie, on raisonne de façon marginale. Si on se dit qu'on augmente d'1% la pratique de la RAC sur les actes qui ont été concernés dans cette étude, on voit qu'on fait une économie de 2590 jours d'hospitalisation. Donc c'est extrêmement conséquent. Si on essaie de... J'imagine que là, c'est la valorisation. Si on valorise cette baisse de la durée moyenne de séjour, on obtient 1060 € en moyenne. Retenez 1000 € par patient, par séjour de RAC sur cette douzaine d'actes qui ont été mesurés. Entendons-nous bien, c'est juste la baisse du coût de production permis par la RAC. Ce ne sont pas les gains économiques de la RAC. Les gains économiques de la RAC, il faut ajouter à ça l'impact sur la baisse des réhospitalisations ou la baisse des complications. La baisse de la DMS permet aux patients de redevenir plus actifs rapidement, donc ça a un impact sur l'économie, sur le PIB. Donc si on voulait mesurer l'ensemble des gains économiques qui n'étaient pas l'objet de cette étude-là, c'est bien plus important que ça. C'est pour ça que quand j'entendais un médecin dire « mon directeur d'hôpital va me gronder si je lui dis que je veux faire de la RAC », ça c'est quand on a une logique purement comptable. C'est-à-dire qu'on regarde son tableau sur l'année. Mais évidemment, tout directeur d'hôpital devrait ouvrir les bras à tout soignant qui vient lui dire « je veux faire de la RAC ». Si ce n'est pas le cas, c'est fait peut-être partie de nos problèmes dans la gestion des hôpitaux. Donc voilà, donc c'est 1000 €. La suite. Alors ça, évidemment, ça a été très bien expliqué avant par l'intervention, c'est que les pouvoirs publics, pour ça, ont bien fait les choses, c'est qu'ils ont fait une incitation à la RAC. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous cotez bien la RAC, vous pouvez augmenter la valeur de l'acte, donc vous augmentez les coûts pour l'assurance maladie. On était à peu près à 2 161 000 sur le champ étudié. Si vous enlevez les économies qui sont générées post-intervention, notamment par des moindres complications, vous enlevez un quart de ça, vous êtes à 1,5 million. Je n'ai plus le souvenir de la valeur totale sur un an, sur un plan national, de la douzaine d'actes, mais c'est un pourcentage très très faible. Mais la logique là économique, c'est que vous baissez les coûts de production pour l'hôpital, vous valorisez un petit peu mieux la valeur de l'acte, ce qui permet à l'hôpital normalement de dégager une marge plus importante pour augmenter la rémunération des soignants, pour être à l'équilibre financier et pour investir dans les infrastructures, puisqu'on sait bien que ces évolutions-là nécessitent de légèrement ou sensiblement transformer l'environnement. C'est ça la logique, et donc c'est quand même une logique extrêmement
vertueuse. Sur un plan économique, j'entends, je ne me permets pas de parler sur un plan médical. On s'était amusé à regarder ce que ça allait faire si on généralisait la RAC à l'ensemble du champ d'action potentiel en chirurgie. Et on avait obtenu les chiffres suivants. Par pourcentage de RAC supplémentaires, on était autour de 8 millions d'euros. Et si vous généralisez complètement l'AC, si vous en faites pour 50% sur l'ensemble de la chirurgie en France, vous êtes à 435 millions d'euros. Et si vous la généralisez à 100%, vous êtes à peu près à 680 millions d'euros de baisse de coûts de production. À ça, il faut rajouter un autre gain économique, qui est le fait que quand vous baissez, vous diminuez la DMS, ben vous augmentez la productivité, c'est-à-dire la capacité au sein d'un établissement avec les mêmes ressources à traiter un nombre plus important de patients. Encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs en matière de ressources. Et de mémoire, si vous valorisez un petit peu ce gain de productivité, vous êtes autour du milliard d'euros de gain si on est à 100%. Évidemment, si on est à 15% ou 18%, comme c'est le cas aujourd'hui, tout ça est assez minoré. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'on avait à dire. En conclusion, en tout cas pour ma part, et je te laisserai pour la partie médicale, on est sur un double effet de baisse significative du coût de production. De mémoire, ces 1 000 euros dont je vous parle, c'était quand même presque un tiers. Ça représentait un tiers du tarif, à peu près, de la RAC. Donc on est sur une baisse significative du coût de production. Donc un gain de productivité important du fait de la baisse de DMS et un gain d'efficience très significatif. Il serait intéressant, c'est les limites de cette étude, mais ce n'était pas dans le champ de cette étude, encore une fois, de mesurer tous les gains économiques générés par la RAC. Et évidemment, on ne peut que se dire que là, on tient quelque chose d'intéressant pour l'hôpital public comme pour le privé. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je vois que ce n'est pas très développé. La bonne nouvelle, c'est que donc tous les gains sont devant nous. Alors juste quand même, pour compléter un petit peu, voilà une situation qui permet une valorisation médicale avec une diminution des morbidités et même de la mortalité globalement. Et d'autant plus efficaces sont des patients âgés ou fragiles, une valorisation économique et une obligation déontologique et juridique. Encore une fois, je vous le rappelle, soigner selon les recommandations, c'est une obligation qui est bien inscrite dans le Code de santé publique, dans le Code des déontologies, et a été rappelée à plusieurs reprises par le Conseil d'État. Alors pourquoi ça n'avance pas plus vite? Et là, c'est moi qui vous pose la question. Alors, on peut avoir plusieurs explications. Il n'y a aucun retour vers les soignants. On a vu que les principaux bénéficiaires, c'est essentiellement les établissements pour l'instant. Même la Sécu ne veut pas revendiquer un bénéfice, vraiment. Ce sont les établissements. Pourquoi il n'y a pas de retour? Alors, juste pour illustrer, je vais vous présenter l'exemple rapidement de mon établissement. En 2019, nous étions à 60%, 65% d'ambulatoires. On était plutôt au-dessus de la moyenne nationale, avec un case mixte, tout à fait beaucoup d'orthopédie, mais la chirurgie vasculaire, la chirurgie bariatrique, une maternité, etc. Donc, et on était à 65% d'ambulatoires. Après la période Covid, comme tous, on a eu des grosses restrictions de capacitaires, quasiment moins 30%, et on a pu maintenir notre activité comme elle était en 2019. Et on est passé de 60% à 80% d'ambulatoire et une diminution de quasiment 2 jours en moyenne des... Et pourquoi? Parce que là, il y avait un intérêt direct pour les praticiens, et notamment les chirurgiens. Parce que s'ils voulaient passer leur programme qu'ils faisaient avant, il fallait qu'ils réduisent les DMS, les durées moyennes. Et tous ceux qui étaient un peu réticents, « Ah oui, je voudrais bien le garder », maintenant, ils sont passés à l'ambulatoire quand c'est possible, et en tout cas, une réduction des durées moyennes de séjour. Donc, il y a eu un retour. Et donc, si on n'a pas ce retour vers les soignants, et les soignants au sens large, y compris le personnel, bien sûr, paramédical, on ne va pas avancer. L'autre chose, c'est qu'on est toujours dans cette approche dichotomique, ambulatoire versus hospitalisation. Et je vois avec plaisir que cette année, ça a changé, et que maintenant, on a compris qu'il faut, à la limite, moi je milite depuis des années pour dire, oublions les termes RAC et ambulatoire, parlons d'optimisation des parcours. La DMS est une conséquence, elle ne doit en aucun cas être un objectif, elle est une conséquence, et puis pour une même intervention de prothèse de hanche ou de genou, on va passer un certain pourcentage en ambulatoire.
Et donc, il faut optimiser tous les parcours, tous. Enfin, on devrait être à 100% de RAC. Alors là, je vous ai montré les résultats en 2019. On a regardé rapidement sur 3 mois en 2022 avec les mêmes données. Et on est passé, pour les prothèses, je vous donne 2 exemples parce qu'on n'a pas encore fini d'analyser les résultats. On était à 30% pour la prothèse de hanche et de genou. On est passé à 50% de RAC. Et pour la colectomie, on était à 12%, on est passé à 40%. On devrait être à 100%. Pourquoi on n'est pas à 100%? Alors c'est mieux. Non, mais quel temps, combien de temps ça met, quoi? C'est assez effrayant. Voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire à partir de ces résultats. Oui, les 2 papiers, les 3 papiers, il y en a 2 qui sont publiés. Le 3e est toujours en cours de discussion, mais il devrait sortir à partir de ces résultats et sont disponibles. Bon, on l'attend avec impatience.